Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Hello tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Je suis Chloé, donc la fondatrice de la team, et aujourd'hui je suis accompagnée d'Anaïs, donc notre coach qui est spécialisée en santé hormonale. Le sujet de ce podcast aujourd'hui, c'est l'importance du cycle menstruel. Donc, on va vraiment parler du cycle en profondeur. On va revenir un petit peu sur les bases et on va surtout expliquer pourquoi c'est important d'avoir un cycle. Et je trouvais super, super important de faire ce podcast. Ça me tenait vraiment à cœur parce que très, très souvent, j'entends des femmes dire j'ai pas mes règles, mais c'est pas grave, ça m'arrange. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend très souvent et à chaque fois, ça me tend. Donc aujourd'hui, voilà, on va vous expliquer pourquoi c'est important d'avoir un cycle menstruel. Donc Anaïs, je vais peut-être te laisser commencer en expliquant, ben voilà, qu'est-ce que c'est en fait un cycle menstruel? Oui, alors effectivement, on entend très souvent cette fameuse phrase «j'ai pas mes règles, mais tant mieux». Ou d'ailleurs, on a eu des questions, on y reviendra tout à l'heure, mais sur l'importance du cycle et pourquoi c'est important d'en avoir un entre guillemets. Est-ce que c'est grave si on n'en a pas un? Bref, on pourra répondre à toutes ces questions. Mais effectivement, alors c'est important de resituer un petit peu, sans rentrer dans le détail et l'historique et l'histoire du cycle menstruel à travers les âges. Mais c'est important effectivement de revenir sur un point, c'est que le cycle menstruel, ça n'a pas toujours été ce sujet entre guillemets tabou que c'est aujourd'hui. Ça a vraiment changé avec l'intervention, on va dire, religieuse et cette espèce de voilà de considération des femmes quand elles étaient dans leur période menstruelle comme dangereuses ou comme toxiques ou comme folles, bref, toutes les choses qui ont pu être toutes les choses qui ont pu être dites autour de ça et qui ont malheureusement perduré et qui sont un peu les vestiges en fait de ces attitudes-là qui persistent et qui font qu'on a une ignorance, alors que c'est tabou, mais aussi qu'on a une ignorance des menstruations de manière générale et du cycle en conséquence en fait. Effectivement, voilà, je pense qu'on est toutes concernées, même nous qui sommes ouvertes à la question et qui sommes assez au courant. Mais moi, je sais que par exemple, j'ai encore du mal. Voilà, si je vais aux toilettes et que j'ai besoin d'avoir un tampon avec moi, je vais encore avoir le tampon dans ma poche. Je vais pas sortir comme ça, voilà. Et c'est un vrai sujet effectivement où on a ce manque de connaissances parce qu'effectivement on a cette honte qui est présente. Euh, on commence à en parler un peu plus et c'est important effectivement de parler du cycle. Effectivement, le cycle d'un point de vue biologique, c'est tout le processus que notre corps traverse chaque mois pour se préparer à une éventuelle grossesse. Et ça va impliquer effectivement les fluctuations hormonales, le développement et la libération d'un œuf par les ovaires, et tous les changements de l'endomètre qu'on connaît, donc la muqueuse de l'utérus, qui font partie effectivement du cycle. Alors voilà, le cycle, c'est pas juste les règles. C'est vrai qu'on parle souvent du cycle, on a un peu cet abus de langage, entre guillemets, en parlant du cycle qu'en mettant juste nos règles. Mais non, c'est vraiment effectivement tout le processus autour, avant, après, pendant les règles. Et c'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre parce que c'est vraiment un rythme qui va nous guider. En fait, ça guide nos vies, ça guide nos humeurs, ça guide notre énergie, nos désirs, l'envie d'avoir des relations sexuelles ou pas, nos envies de manière générale. Voilà, vraiment le quotidien effectivement de notre vie de tous les jours. Euh, c'est pas juste en fait ce qui se passe dans nos organes reproducteurs, c'est vraiment l'ensemble du corps qui est impliqué. Donc voilà en gros pour qu'est-ce qu'est le cycle. T'as raison que quand tu dis bah, parler du cycle menstruel, c'est vrai que c'est quelque chose d'encore très tabou. Comme tu l'as dit, on s'ouvre de plus en plus à ça. Ben, la preuve, on fait des podcasts là-dessus, par exemple. Mais aussi, ben, on voit un peu dans la vie de tous les jours, on a beaucoup moins de gêne de dire, ah, ben, j'ai mes règles, ah, j'ai un syndrome prémenstruel, du coup, je suis fatiguée. Enfin, c'est vraiment quelque chose, moi, je le vois en tout cas, on en parle de plus en plus et de plus en plus ouvertement. Donc, c'est très bien. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu expliquer quelles sont les hormones, en fait, qui sont impliquées dans le cycle? Et peut-être aussi parler des phases, des différentes phases du cycle en fait. Ouais. Comment est... ouais. Ouais, carrément. Alors déjà, quand on parle un petit peu du système reproducteur, système endocrinien, etc., effectivement, quand on pense au cycle menstruel et aux femmes, on pense aux ovaires.
Alors oui, les ovaires vont, voilà, c'est une grande part effectivement de notre système endocrinien, c'est là où les ovules vont se former avant l'ovulation. Il y a tout un tas d'autres glandes qui font partie effectivement de notre système endocrinien. Il y a voilà, les follicules ovariens, notre cerveau, et plus précisément l'hypothalamus et l'hypophyse qui vont libérer des hormones qui sont nécessaires effectivement à notre système endocrinien de manière générale et sexuel, et notamment la FSH et la LH. Il y a notre thyroïde qui, voilà, on parle souvent de la thyroïde comme un peu contrôlant le métabolisme, mais c'est effectivement aussi impliqué dans la régularité et le fonctionnement du cycle menstruel, et nos glandes surrénales. Et dans les hormones qui jouent un rôle dans le cycle, pardon, un cycle menstruel, on va avoir, alors la plus connue, je pense que c'est les oestrogènes. Sans entrer trop dans les détails, on a 3 types d'oestrogènes qu'on produit et l'œstradiol, donc l'hormone qu'on appelle l'E2, donc qui est une des hormones oestrogènes, c'est l'hormone clé qui va influencer vraiment voilà, notre développement en tant que femme, notre cycle menstruel, aider à construire la muqueuse utérine par exemple, déclencher le début de règles s'il n'y a pas eu de fécondation, etc., etc. Une hormone dont on parle souvent aussi, qui est la progestérone. Donc, c'est vraiment les deux hormones un petit peu qui dominent notre cycle. La progestérone, c'est l'hormone qui va plutôt intervenir dans la seconde moitié du cycle. Je parlerai des phases tout à l'heure et j'essaierai de faire ça simple. Et la progestérone, elle va aider à stabiliser la muqueuse utérine, préparer à soutenir le corps en cas de grossesse. Et elle va contribuer pardon, à déclencher le début des règles avec l'œstrogène. On a la LH, donc hormone lutéinisante, qui stimule l'ovulation. Là aussi, sans trop rentrer dans le détail. On a la FSH dont je parlais juste avant, donc l'hormone folliculostimulante, qui est responsable de la croissance, elle, des follicules ovariens, notamment. On a les androgènes. Quand on parle des androgènes, du coup, c'est les hormones masculines. Une des plus courantes dont on parle souvent, ou plus souvent, c'est la testostérone. On associe voilà, la testostérone à notamment la croissance musculaire, etc. Mais c'est une hormone primordiale dans notre cycle. Elle est produite par les glandes surrénales et les ovaires. Et là aussi, elle va faire partie elle va être utilisée par nos follicules, tout simplement. Bon, elle joue sur tout un tas d'autres éléments, mais voilà, pour faire simple, effectivement, elle fait partie, tout comme l'œstrogène, la progestérone, des hormones nécessaires pour avoir un cycle sain. Donc voilà en gros, et toutes ces hormones vont fluctuer à différents moments du mois, au fur et à mesure du cycle menstruel, et effectivement, on les retrouve à voilà, certaines phases du cycle. Alors, un cycle, c'est divisé effectivement en plusieurs phases. On va avoir, on peut nommer 4 phases si on compte effectivement les menstruations comme une phase à part entière. Mais le cycle effectivement commence le jour de vos règles, donc c'est le jour numéro 1, le premier jour des règles. Cette première phase qui comprend les menstruations, donc les règles jusqu'à l'ovulation, c'est la phase folliculaire. C'est la phase où les oestrogènes vont commencer à augmenter autour du jour 8, on va dire, plus ou moins au milieu de la phase folliculaire. Et environ autour de 13-14 jours, on a l'ovulation. Là, on parle effectivement d'un cycle, souvent quand on se base avec ces chiffres-là, on parle d'un cycle normal de 28 jours, mais je vais y revenir, c'est pas aussi simple et on peut avoir un cycle qui fait pas 28 jours et être complètement normal. Mais effectivement, voilà, c'est quand je donne ces jours-là, c'est si on garde en tête qu'on a un cycle d'environ 28 jours. Donc effectivement, on a l'ovulation autour du 13e jour, pardon, une augmentation des oestrogènes qui diminue à nouveau. Et après l'ovulation, on va avoir une augmentation de la progestérone et des oestrogènes. Et au fur et à mesure, effectivement, voilà, que ces hormones augmentent, on va avoir ce qu'on appelle en fait la phase de haute concentration hormonale. Donc cette phase-là, effectivement, c'est la deuxième phase de votre ovulation jusqu'aux règles, et on parle de phase lutéale à ce moment-là. Cette phase-là donc va durer jusqu'à environ 28 jours. Vos hormones vont diminuer, donc les oestrogènes et la progestérone vont baisser fortement, et c'est à ce moment-là qu'on va saigner à nouveau. Ça va déclencher le saignement.
Donc voilà, en gros, la différence de longueur, d'abord, ça peut être dû à plein de choses. Même une femme qui est réglée avec un cycle normal et régulier peut avoir des variations. Et c'est complètement normal que ça soit à cause du stress, du voyage. Bref, il y a tout un tas de raisons qui peuvent créer des variations au niveau du cycle. Euh, et d'ailleurs, on peut ne pas ovuler pour certains cycles, ce qui peut aussi être normal tant que c'est pas la norme, on va dire. Mais voilà, c'est en gros comme ça que ça se passe si on prend effectivement un cycle d'environ 28 jours. J'espère que j'ai été claire. Oui, totalement. Ouais, effectivement, on prend toujours cette durée de 28 jours avec l'ovulation au 14e jour, etc. Faut faire attention parce que voilà, comme tu viens de le dire, certaines femmes ont des cycles plus longs, des cycles plus courts. Moi, par exemple, d'habitude, j'ai des cycles vraiment très très longs parce que j'ai aussi un SOPK, je ne produis pas assez de progestérone, etc. Je dirais juste que du coup, il faudrait peut-être faire attention, notamment pour les femmes qui ne prennent pas de contraception. Euh, juste prendre conscience que peut-être elle n'ovule pas pile au 14e jour. Oui, Et ouais. est-ce que tu veux peut-être un petit peu juste parler de ça? Et Ouais, en fait, vas-y. ouais, non, non, ouais, effectivement, je peux un peu donner le détail de ça. Qu'est-ce que ça veut dire un cycle normal? Mm. Il y a vraiment alors, on disait, ouais, voilà, en ce moment, ou depuis quelque temps, on parle plus du cycle, et on est plus ouvert sur ces questions-là. Donc c'est ce qui est absolument génial pour tout un tas de raisons, mais il y a un downside ou un côté négatif à ça, effectivement, c'est que il y a beaucoup de femmes, et d'ailleurs on l'a eu dans la boîte à questions pas mal de fois, il y a beaucoup de femmes qui pensent maintenant, à cause de ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui se disent experts des hormones mais qui ne le sont pas, il y a beaucoup de femmes qui viennent et qui me disent waouh, j'ai pas 28 jours de cycle, je suis pas normale, il me faut un suivi hormonal. Du coup, non. C'est pour ça que c'est important qu'on en parle. Effectivement, la normalité du cycle, c'est plus large que ça. Et c'est effectivement important que voilà, vous ayez ça en tête. Il n'y a pas de stress pour avoir quelque chose de très contrôlé, très précis. Mais effectivement, un cycle menstruel sain, je vais donner quelques paramètres. Donc, en gros, longueur du cycle, 21. Alors, certains experts disent plutôt 26 jours, mais à la fois d'expérience et si on compte une plus grande, on va dire une plus grande population, donc notamment les femmes en périménopause qui sont toujours réglées, on va dire que la longueur du cycle, c'est entre 21 et 35 jours. Ce qui est important, c'est d'avoir une régularité dans votre cas. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un cycle de 27 jours en moyenne et que c'est plus ou moins comme ça tous les mois, à 2, 3 jours près, et encore une fois, s'il y a eu du stress, voilà, peu importe, un voyage, on peut avoir un décalage, mais ce qui est important, c'est votre régularité à vous. Là où on va s'inquiéter, c'est plutôt si un mois c'est 25, un mois c'est 38, un mois, voilà, c'est ça qu'on va effectivement regarder, c'est une régularité dans votre cas, entre guillemets. Et d'ailleurs, faut savoir que quand le cycle, donc c'est vraiment bien fait, hein, entre guillemets, le cycle menstruel, c'est-à-dire que la phase qui va varier, c'est cette fameuse phase folliculaire, donc la première phase. La seconde phase reste en général très stable. Si tout va bien dans votre cycle, si vous avez un cycle menstruel sain, la seconde phase, c'est celle qui bouge pas, très très peu. La première phase, c'est celle qui bouge et c'est normal puisque le corps essaye de créer l'environnement le plus propice à une grossesse. Donc, s'il y a eu un stress, s'il y a eu j'en sais rien, un manque de nutriments, peu importe ce qui est intervenu, et que l'environnement n'est pas propice, le corps est bien fait. Il va juste rallonger un petit peu cette période pour avoir un milieu plus favorable. Donc, c'est complètement normal. Et c'est d'ailleurs, voilà, le but, entre guillemets, du cycle menstruel, c'est d'avoir une fécondité et une grossesse la plus saine possible. Donc, ça va mettre en place les éléments nécessaires à ça. Durée des règles, 3 à 7 jours en moyenne. Quantité de saignement, donc ça c'est important pour définir effectivement un cycle normal. On estime un nombre un peu arbitraire, mais pour la quantité de saignement, le moment où les jours où votre flux est le plus important, pas plus de 6 serviettes ou 6 tampons par jour, c'est entre guillemets ce qu'on dit. Ce que ça veut dire en fait, c'est euh, pas un flux qui devient handicapant. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que je dois changer de tampon toutes les heures. Il y a un problème. Ok. Mais effectivement, voilà, c'est un numéro un peu arbitraire quand je dis 6, mais voilà, c'est ce qu'on dit en moyenne, tout simplement, quelque chose qui n'est pas handicapant au quotidien. Couleur du sang, ça c'est important aussi. C'est normal que le sang varie. On va dire d'un sang très foncé, c'est le vieux sang qui est évacué, à un sang rouge vif, qui est un sang frais. La couleur va changer si elle est exposée à l'air, mais effectivement, on veut éviter un sang trop pâle,
très rose, très aqueux comme ça, qui pourrait être le signe en fait qu'on a une faible teneur en fer, par exemple, une anémie. Donc à vérifier. Et on veut effectivement éviter d'avoir des extrêmes dans les couleurs. On veut rester autour d'un rouge vif ou rouge un petit peu foncé en fonction du moment de vos règles, c'est au début ou à la fin. Muqueuse cervicale, donc effectivement, ou appelée glaire cervicale. On a effectivement au cours du cycle menstruel la glaire cervicale qui va être produite dans le cadre d'un cycle menstruel normal et qui va varier. On pourra en reparler tout à l'heure quand on parle de traquer le cycle. Mais effectivement, en gros, avant l'ovulation, la glaire cervicale va être un peu plus claire, extensible, un peu comme du blanc d'œuf cru. Et après l'ovulation, au contraire, ça devient un peu plus épais, très sticky un petit peu comme ça, collant, parce qu'effectivement, on a une glaire qui va pas être favorable à la grossesse et qui va être plutôt anti-spermicide. Un point qui revient souvent, c'est les caillots. Alors, les caillots sanguins, on en a, voilà, on les retrouve dans les culottes de règles, par exemple, ou parfois même dans les tampons. C'est des choses qui sont, voilà, des caillots, si vous en trouvez, c'est normal, tant qu'on ne dépasse pas la taille d'une pièce de monnaie. Okay, c'est ce qu'on essaye de garder en tête. Donc, si on a des gros caillots qui sont très présents, que la plupart de notre flux vient de caillots, là, effectivement, on veut regarder s'il n'y a pas quelque chose derrière. Mais voilà, tant qu'on a des petits cailloux, il y a pas de souci de ce côté-là. La douleur au moment du cycle, pas plus que quelques crampes ou quelques tensions. C'est un peu ça qu'il faut garder en tête. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que ça vous handicape ou que vous avez besoin d'analgésiques, peu importe, ou de bouillotte, ou peu importe ce que vous mettez de manière systématique, c'est effectivement qu'il y a un souci. On n'est pas censé avoir manqué le travail ou être vraiment voilà cloué au lit quand on a nos règles. Les autres types de douleurs, effectivement, qui sont normales, un petit peu de tension au niveau de la poitrine. Et les migraines, typiquement, qui sont assez courantes, ça, c'est pas normal. Okay, quand vous avez des migraines ou des maux de tête avant les règles, c'est pas considéré comme quelque chose de normal. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Alors, tout ce qui est humeur, c'est revenu dans la question des variations d'humeur, c'est normal. Des variations d'humeur, d'énergie, de sommeil, tous les envies, les cravings, les envies de grignotage ou envie de manger plus de sucre, par exemple. Tout ça, c'est normal, là aussi, tant que c'est pas extrême. Donc sur les changements d'humeur, tant qu'on n'est pas, voilà, j'ai souvent des clients qui souffrent de PMS extrême et qui viennent me voir et de SPM, qui viennent me voir et qui me disent waouh, je pleure, je crie, je pleure, je crie, je ris, voilà, sans s'arrêter pendant 3 jours. Là, effectivement, on est un peu trop extrême. On est censé, voilà, être, en gros, vivre avec notre cycle en ressentant ces changements sans être perturbé dans notre quotidien, sans devoir manquer le travail, sans devoir manquer les entraînements. Bref, c'est un peu ça qu'il faut garder en tête. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà, ça vous donne un peu plus ou moins voilà, ces repères au niveau de votre cycle. En ce qui concerne les douleurs et le syndrome prémenstruel, d'ailleurs, si jamais on avait fait déjà un autre podcast vraiment où on allait en profondeur sur le sujet, donc voilà, si le sujet du SPM vous intéresse, c'était l'épisode 40 que vous pouvez retrouver du coup sur la chaîne du podcast. Mais alors, du coup, donc là, on sait maintenant ce qu'est un cycle, les différentes phases, qu'est-ce qu'est un cycle normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Maintenant, ma question, et je pense que c'est un petit peu la plus importante, c'est pourquoi est-ce que le cycle est un indicateur de santé? Et pourquoi est-ce qu'il faut prendre en compte le cycle, en fait, quand on se demande si on est en bonne santé ou pas? Ouais. D'ailleurs, je reviens sur très rapidement, effectivement, là, quand je parlais des cycles normaux, bon, effectivement, il y a des moments de la vie où ça va être un petit peu différent. Je vais pas rentrer en détail, mais d'ailleurs, on pourra faire des podcasts sur le sujet si on veut, mais la puberté et la préménopause vont être des moments où forcément il y a des variations, là aussi auquel il faut prêter attention si c'est anormal. Mais voilà, je parle effectivement bien d'un cycle, on va dire, voilà, de femmes adultes réglées en dehors de ces deux plages-là qui sont un peu particulières. Alors effectivement, pourquoi on parle, pourquoi c'est important le cycle et à quel point c'est important. Alors, les cycles menstruels, pardon, font enfin, on va dire, un peu plus preuve de recherche. Et ils ont été reconnus par certaines organisations aux États-Unis comme
ce qu'on pourrait appeler notre cinquième cycle vital. Donc effectivement, quand on parle de cycle vital, pardon, signe vital, quand on parle de signes vitaux, on parle de tout ce qui va être pression artérielle, température, enfin tout ce que vous prend quand vous allez chez le médecin. On va écouter votre cœur, on va voilà, prendre votre pouls, prendre votre température. Voilà. C'est vraiment les signes vitaux traditionnels. Effectivement, certaines organisations, deux organisations aux États-Unis ont détaillé le cycle menstruel comme étant effectivement un autre de ces signes vitaux. Donc quelque chose effectivement qui permettrait, tout comme les signes vitaux que j'ai cités, de reconnaître de potentiels déséquilibres, non seulement dans nos hormones sexuelles, mais dans tout notre corps. Donc un peu, voilà, comme si, comme quand je suis malade, je vais prendre ma température, et effectivement, je confirme que j'ai une température, donc il y a quelque chose qui se passe derrière. De la même manière, on utilise le cycle comme un indicateur de bien-être, de santé optimale, etc., etc. Ça, c'est hyper important parce que justement, si on revient au fait que le cycle soit tabou, le fait qu'on ne nous enseigne rien à l'école sur le cycle, bah, du coup, c'est difficile d'être capable d'en parler à son médecin quand il y a des changements parce qu'on n'est pas forcément à l'aise avec la question, mais aussi de reconnaître nous-mêmes ce qui est normal ou ce qui n'est pas normal, parce que finalement, on n'a pas eu d'éducation sur le sujet. D'où l'importance, effectivement, d'apprendre à connaître votre cycle pour découvrir, en fait, et comprendre tous les signes physiques, changements d'humeur, qui pourraient en réalité être des signaux d'un point de vue hormonal et vous, voilà, vous donner des informations sur votre santé physique, émotionnelle, mentale, etc. Donc effectivement, c'est hyper important de comprendre tout ça, comprendre ces messages et les écouter surtout. Il y a je peux vous donner plusieurs exemples. Alors, c'est très large quand on dit ça, effectivement, mais de la même manière que voilà, avoir un pouls élevé peut être un indicateur de tout un tas de différentes choses. Effectivement, les différents signes et symptômes du cycle peuvent indiquer tout un tas de déséquilibres possibles et imaginables. Donc, on va pas pouvoir tous les citer, c'est sûr, mais si on cite les plus courants, des choses typiquement comme un cycle menstruel très long, donc typiquement des règles qui viennent à 35 jours ou plus d'intervalle, ça pourrait effectivement indiquer qu'il n'y a pas d'ovulation ou qu'il y a un taux d'œstrogène trop faible, ou que par exemple on a un taux, masse grasse ou poids corporel trop faible, ça pourrait indiquer un stress sur les glandes surrénales, ça pourrait indiquer un SOPK par exemple. Toutes ces choses sont primordiales à savoir parce que c'est des conditions en elles-mêmes. Alors que ce soit le SOPK, dans le cas du SOPK effectivement, qui vous prédispose à certains types de maladies, mais aussi par exemple si on a un faible taux d'œstrogène, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur notre corps en fait. C'est pas juste j'ai un cycle irrégulier parce que j'ai pas beaucoup d'œstrogène. Non, c'est du coup, il faut comprendre pourquoi, parce que s'il y a un manque d'œstrogène, il va y avoir justement des conséquences, par exemple, sur la densité osseuse, sur les maladies cardiovasculaires, etc., etc. Donc, c'est des signes qui sont indicateurs de votre santé parce que ça peut vous prédisposer à des maladies autres, des choses qui peuvent être très sérieuses. L'anovulation, par exemple, effectivement, ça va pas juste interférer avec la fertilité, parce qu'il y a des femmes qui me disent, oui, bon, j'ovule pas, mais je veux pas d'enfant. Alors certes, mais effectivement, ça veut dire qu'on bénéficie plus des effets protecteurs, notamment de la progestérone, qui sont importants d'ailleurs pour équilibrer l'œstrogène. Ça veut dire qu'effectivement, on va avoir des risques accrus de ce côté-là. D'ailleurs, il y a des recherches actuellement sur le fait que on ait une association sur les cycles très très longs et un risque accru du cancer de l'endomètre. Donc c'est important effectivement de comprendre tout ça. Les cycles menstruels trop courts, à l'inverse, ça peut être un signe de dominance en oestrogène, ça peut être là aussi un signe qu'il n'y a pas d'ovulation, ça peut être un signe de périménopause si vous avez autour de la quarantaine. Bref, tout un tas effectivement d'éléments qui vont nous permettre un peu de comprendre d'autres conditions qui sont présentes dans votre corps tout simplement. Donc voilà, pour donner quelques petits exemples, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent vous indiquer des maladies ou syndromes sérieux, typiquement les règles abondantes ou les règles extrêmement douloureuses qui peuvent indiquer une endométriose. Bref, voilà, il y a tout un tas effectivement d'éléments à prendre en compte. Et ça nous fait d'ailleurs rebondir sur un point. On a eu pas mal de questions avec Chloé sur est-ce que c'est grave de pas avoir ces règles, encore une fois, ou est-ce que ne pas ovuler ou être en aménorrhée pendant longtemps,
c'est grave ou ça a des conséquences. Bah oui, effectivement. Une aménorrhée de longue durée, ça a des conséquences sur votre santé. C'est un peu effectivement comme un état de ménopause, sauf que si ça arrive à un moment de la vie où c'est pas censé arriver, ça va avoir des conséquences qui peuvent être effectivement très importantes sur votre santé osseuse, sur votre santé cardiaque, cardiovasculaire. Donc c'est voilà, c'est pas des choses à prendre à la légère. Et effectivement, si on a un souhait de fécondité, bon bah voilà, effectivement, il y a un impact sur votre fertilité. Mmh. Est-ce que, est-ce que je peux te demander peut-être de justement te donner un peu plus de conséquences d'une aménorrhée? Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquences, sur le corps, sur la santé à long terme, d'une aménorrhée, d'une anovulation? Ouais. Ouais. Alors effectivement, alors c'est intéressant parce qu'on a pas mal de questions sur le sujet parfois qui sont il y a pas mal de misinformation, de désinformation ou de mauvaise communication autour de ces questions-là. Alors l'aménorrhée, il y a deux types, on va dire, d'aménorrhée en termes pour donner un petit peu de contexte, il y a l'aménorrhée primaire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de règles, voilà, on n'en a jamais eu, ou l'aménorrhée secondaire. Pardon. Parmi l'aménorrhée secondaire, enfin, dans l'aménorrhée secondaire, il y a l'aménorrhée hypothalamique qui est souvent celle qui concerne nos clientes puisque c'est assez présent dans le milieu sportif. Effectivement, c'est un indicateur vital, on va dire, de pas avoir de règles, effectivement, sur l'état de notre corps de manière générale. Parce qu'effectivement, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Il y a une suppression au niveau de l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Le résultat, effectivement, c'est la perte des règles notamment. Et c'est pas que ça. Effectivement, il y a des effets qui vont être présents sur de nombreux systèmes du corps, notamment parce qu'il y a une perte d'œstrogène à cause de cet état-là. Et cette perte d'œstrogène va avoir des effets profonds effectivement sur la santé cardiovasculaire, le squelette, la santé psychologique et effectivement votre capacité reproductrice. Donc c'est voilà, c'est hyper important quand j'ai beaucoup d'athlètes ou de clientes qui se posent pas trop la question. C'est vrai qu'elles se disent voilà, je fais du sport, j'ai par exemple un problème de LEA, donc de Low Energy Availability, et je sais que mon apport est pas forcément adéquat, mon apport en termes de calories pas forcément adéquat avec mon entraînement, etc. Mais ça fonctionne pour moi pour l'instant. Je verrai ça plus tard. Le problème, c'est qu'elle se pose pas la question de ce que ça veut dire en termes de santé à long terme. Et une aménorrhée courte n'aura pas les mêmes effets qu'une aménorrhée longue. Le problème, c'est qu'on sait pas combien de temps ça va durer. Et donc, plus on traîne, plus on observe. Là aussi, il y a peu, malheureusement, de recherches sur le sujet, mais on observe effectivement que les aménorrhées de longue durée sont plus difficiles en termes de recovery. On a plus de mal à rééquilibrer les choses. Mais effectivement, ça va avoir des impacts qui peuvent être importants sur votre santé osseuse notamment, aussi rapidement que 6 mois d'aménorrhée. Donc c'est hyper important de comprendre ça. C'est pas voilà, oh, j'attendrai voilà, si c'est 2-3 ans d'aménorrhée, c'est OK, je veux pas d'enfant pour l'instant. Le problème c'est pas juste ça, c'est que même après uniquement 6 mois d'aménorrhée, on peut avoir des effets à long terme sur votre santé osseuse notamment. Et effectivement sur la fécondité, c'est pas si simple parce que quand on va essayer de récupérer les règles, ça marche pas toujours comme on veut. J'ai malheureusement une cliente qui est dans ce cas-là et qui m'a contactée. Elle avait 39 ans quand elle m'a contactée. Et donc effectivement le projet bébé se faisait pressant et ça c'est stressant quoi. C'est vraiment quelque chose qui est compliqué quand on arrive à cette envie de fécondité et qu'on n'arrive pas tout simplement à retrouver ses règles. Donc voilà. Ouais, effectivement c'est alors le cas de l'aménorrhée hypothalamique effectivement souvent c'est lié à un manque d'apport par rapport à l'énergie qu'on dépense. Je parlais tout à l'heure de LEA, effectivement, c'est Low Energy Availability, mais effectivement, c'est le fait d'avoir une dépense énergétique qui est plus importante que ce qu'on apporte tout simplement. Les premiers signes pour repérer une LEA, avant que ça devienne un problème de santé sérieux, les premiers signes révélateurs en fait pour se rendre compte qu'on est en faible disponibilité énergétique, ça va être effectivement les cycles irréguliers qui commencent à être irréguliers ou manquants même s'ils sont pas complètement absents, la fatigue, les problèmes d'humeur, irritabilité, dépression, les problèmes immunitaires aussi, être malade très régulièrement, beaucoup de blessures, notamment les réactions de stress, donc tout ce qui est
fracture de stress, etc. Problème de libido. Vous pouvez parler à toutes les personnes qui sont en prep bodybuilding de leur libido qui disparaît complètement. Donc c'est voilà, c'est des signes qui sont voilà, à regarder effectivement l'adaptation à l'entraînement qui devient voilà, déplorable, les problèmes de sommeil, bref, ça a des conséquences assez fortes et effectivement jusqu'à ce qu'on en perde les règles. Souvent, effectivement, ces premiers signes vont être là avant que l'aménorrhée apparaisse. Ouais. Je me permets juste de préciser un tout petit peu, donc quand tu dis low energy availability, c'est ça? Ouais, EA. Donc du coup, ça veut dire que le corps n'a pas suffisamment d'énergie justement pour allouer, bah, de l'énergie au système reproducteur. Donc il va avant tout les calories en fait que vous consommez, le corps va les utiliser principalement, bah, pour survivre, ouais. donc pour tout ce qui est vraiment, le primaire en fait. Et le système reproducteur, il va un petit peu le mettre de côté en disant: «Bon, ben, là, le but, c'est de survivre, c'est pas de reproduire». Donc ça arrive justement pour les gens qui font énormément de sport, donc c'est ça que tu disais, les dépenses énergétiques. Donc beaucoup, beaucoup de sport, beaucoup de cardio, beaucoup d'entraînement, des entraînements très intenses, sans manger suffisamment à côté pour justement, bah, avoir assez d'énergie et c'est ça, en fait, c'est ce manque d'énergie-là qui enclenche, bah, tous ces soucis, hormonaux et une aménorrhée et cetera. Hem Et je reviens aussi sur ce que tu as dit là quand, bah, voilà, rien que 6 mois d'aménorrhée, ça peut avoir vraiment des conséquences à long terme. C'est pour ça que je trouve important de faire ce podcast aussi, c'est n'attendez pas, en fait. Mm, Souvent, on entend des gens qui disent: «Ah bah, c'est pratique, j'ai pas mes règles et comme tu l'as dit avant, je veux pas d'enfant ouais, maintenant, donc je m'en occuperai le jour où je veux des gosses». Le problème, c'est que, si vous attendez 2 3 ans à vous dire: «Ah bah, c'est pratique, j'ai pas mes règles» et que 2 3 ans après vous dites: «Ah bah là, je suis en couple depuis 5 ans, on veut un enfant», ben, le temps de retrouver vos règles, de retrouver éventuellement un cycle ovulatoire, ça peut prendre du temps. Et plus vous attendez, plus ça risque d'être difficile de retrouver ben, voilà, un équilibre et une santé hormonale ouais. optimale pour procréer. Et aussi dans le sport, enfin voilà, les gens sportifs, ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup ben, dans le monde médical, c'est les médecins qui disent t'as pas tes règles, c'est normal, tu es sportif, c'est pas grave. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi, bah, très, très dommage parce que oui, c'est plus ou moins normal que le corps réagisse comme ça parce qu'on fait beaucoup de sport et peut-être qu'on mange pas assez, mais ça veut pas dire qu'il faut pas s'en occuper. C'est pas parce que c'est normal de perdre ses règles quand on est très sportif que enfin, c'est pas parce que c'est courant, voilà, Mm, plutôt ouais. ça. C'est pas parce que c'est courant que c'est normal et qu'il faut dire: «Bon, bah, je fais rien, j'attends et le jour où vraiment je veux des gosses, je m'en occuperai». Et comme Anaïs l'a dit, ça a des répercussions sur la santé, sur la santé osseuse, la santé cardiovasculaire, il peut y avoir d'autres soucis derrière, enfin. Ouais. Ouais, c'est un vrai sujet parce qu'on a, voilà, le peu de recherche qu'on a fait sur cette question-là, on se rend compte que dans certaines catégories sportives, alors catégories de certains sports en particulier, ça touche un nombre disproportionné de personnes. Je sais que les plus touchés, effectivement, sont tous les sports d'ultra-endurance, tous les sports, par exemple la danse, parce qu'effectivement, il y a les critères physiques qui rentrent en jeu. Donc on se pose pas trop la question de soutenir le corps en fonction des dépenses, on se pose plutôt la question de à quoi ressemble le corps. La natation, moi, c'est un truc qui m'avait choqué dans les derniers papiers que j'avais lus. Je crois que c'était 100% des femmes qui avaient été étudiées dans le milieu de la natation qui étaient en manque, qui étaient en état de low energy availability. Ça ne veut pas dire qu'elles avaient plus leurs règles pour toutes, mais c'est effectivement qu'elles ne mangeaient pas suffisamment par rapport à leur sport. Donc c'est ultra courant de manière générale, mais encore plus chez les femmes. Euh, et malheureusement, c'est contre-productif d'un point de vue performance pour la plupart des sports. Oui, et si, je peux aussi parler un tout petit peu de mon expérience par rapport à ça, notamment par rapport à une aménorrhée et des conséquences d'une aménorrhée. Hem, Franchement, je dirais que les conséquences les plus lourdes, bah, déjà physiquement, on se sent, très fatigué. Mais moi, je dirais ce que j'ai le plus ressenti, c'est en fait, je me sentais plus moi. Je me sentais vraiment plus moi-même, fatiguée, irritable et pardon, des conséquences sur l'humeur. Donc vraiment, une humeur, je vais pas dire dépressive, mais un peu triste, un peu, on se sent un peu vidé, voilà, un peu vide, en fait, d'une manière générale. Autant que ce soit physiquement que mentalement, on se sent un peu vide. Je vois aussi, bah, physiquement, donc sur l'apparence physique, en fait, au niveau du physique, on se sent
moi, ce que j'ai vu en tout cas sur mon physique, voilà, c'est que j'étais moins pleine, l'impression d'être ouais, d'être un peu flat, un peu vide, plus de gras. Forcément, quand les hormones sont impactées, moi, j'ai aussi la thyroïde, plus de gras, un peu plus de difficultés, je sais plus parler, un peu plus de difficultés à prendre du muscle, et puis aussi même sur mon visage, en fait. J'avais l'air, plus fatiguée. La progestérone, c'est aussi, tu me dis si je me trompe, mais je crois l'hormone de la longévité, où justement ça permet d'avoir l'air moins vieux, de vieillir moins vite en fait, d'avoir moins de rides, moins de enfin voilà et du coup vraiment sur mon visage, j'avais l'air, plus vieille et plus fatiguée. Et puis aussi, voilà, j'ai eu des longues aménorrhées, donc principalement, à cause de mes préparations en fait. Déjà dans le passé, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, donc de l'anorexie, qui m'a fait perdre mes règles pendant un bon moment, le SOPK, syndrome des ovaires micropolykystiques, qui font aussi que voilà, j'ai des cycles très longs, que j'ai eu une aménorrhée et puis mes PrEP justement, donc 2019-2020, j'ai pas eu mes règles pendant quasiment une année et demie. J'ai retrouvé mes règles en 2021, puis en 2022 durant ma PrEP, j'ai de nouveau perdu mes règles, pendant quasiment une année. Heu et du coup, je vois aujourd'hui, je ramasse tout ça puisque voilà, ça fait plus d'une année que j'ai terminé ma saison, que j'ai terminé mes concours, mes derniers concours et là, actuellement, j'ai encore des cycles extrêmement irréguliers. J'ai des cycles anovulatoires, donc je n'ovule pas ou en tout cas pas à chaque fois. J'ai des cycles très, très longs, parfois longs, parfois plus courts, entre 35 et 60 jours, et je vois que ça prend vraiment énormément de temps pour réguler tout ça et malgré le fait que je fais, vraiment tout pour essayer, de réguler le tout, quoi. Donc ouais, plus on attend, plus on laisse traîner des aménorrhées, plus c'est difficile en fait de retrouver ses règles ensuite. On peut parler un petit peu, si tu veux, de comment réagir face à ça ou les choses que vous pouvez déjà mettre en place à la maison, entre guillemets. Parce qu'effectivement, il y a des choses simples. Quand on souffre d'aménorrhée hypothalamique, alors attention, quand je dis il y a des choses simples, il y a des choses que vous pouvez simplement commencer à mettre en place. Ou si tout simplement vous avez les symptômes que j'ai décrits, voilà, qui sont déjà présents, même si vous n'avez pas d'aménorrhée en tant que telle. C'est hyper important de comprendre. Je crois qu'on en a déjà parlé, je sais plus si c'est sur des posts ou des podcasts, mais hyper important de comprendre que les femmes ont des besoins spécifiques. C'est primordial à comprendre. C'est-à-dire que y a un truc qui m'exaspère, c'est quand je vois, oui, c'est vos règles, faut vous reposer, rien faire, vous êtes une petite chose fragile. C'est pas vrai. Oui, vous êtes capable de faire la même chose qu'un homme, ou mieux. Par contre, votre physiologie, elle va impacter à la fois ce que vous devez manger, vos performances, etc. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire les choses, ça veut dire qu'on doit passer par certains mécanismes ou par certaines habitudes qui sont différentes. Et dans le cadre des femmes, je ne sais pas pourquoi c'est à la mode en ce moment, entre le jeûne intermittent et keto qui revient, c'est le pire, voilà, les pires habitudes que vous pouvez avoir si vous êtes des femmes sportives surtout. Euh, il est prouvé que les femmes ont besoin d'avoir mangé pour s'entraîner, donc on ne s'entraîne pas à jeun. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est primordial et hyper important d'avoir des glucides. Donc la première chose à faire si vous avez ces symptômes-là de low energy availability ou effectivement d'aménorrhée hypothalamique, c'est de commencer par vous nourrir avant et après l'entraînement. Glucides et protéines avant, glucides et protéines après. C'est primordial. C'est vraiment une des premières choses que vous pouvez mettre en place pour commencer effectivement à donner à votre corps un peu plus de fuel avant de commencer, un peu plus d'énergie. Et de manière générale, effectivement, augmenter les apports, souvent, c'est augmenter les glucides, parce que c'est très régulièrement ce qui manque. Mais voilà, la première chose à faire, c'est autour de l'entraînement. C'est quelque chose d'assez simple à mettre en place. Vous savez qu'il y a une séance à venir. Commencez par ajouter des glucides et des protéines avant et dans les 90 minutes après. Là aussi, c'est quelque chose d'important parce qu'on parle souvent de la fenêtre métabolique, de manger avant ou après. C'est redevenu à la mode parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites sur les hommes qui disent que la fenêtre métabolique sert à rien. C'est vrai pour les hommes, c'est pas vrai pour les femmes, encore une fois. Donc n'appliquez pas les choses voilà, de manière bête et méchante. C'est hyper important, encore plus si vous avez ces symptômes-là, de manger dans les 90 minutes après. Ça peut tout simplement être votre repas normal, on n'est pas besoin de se prendre la tête avec un truc compliqué. Mais voilà, commencez par ajouter de l'énergie.
Bah, après, là, tu dis vraiment manger avant, après l'entraînement, c'est clair, c'est super important, mais faites surtout aussi attention à manger suffisamment Ouais, sur votre journée. ouais. Si vous mangez tout à coup avant, après l'entraînement, mais que du coup, plus tard, ou avant, sur les autres repas de votre journée, vous mangez moins pour compenser ce que vous mangez avant, après l'entraînement, ça va pas le faire. Augmentez vos apports, enfin, assurez-vous de manger suffisamment sur la journée entière, en fait. Et Ouais, comme Anaïs a dit, suffisamment de glucides, suffisamment de protéines. ouais, Et suffisamment de lipides aussi. Pour la santé hormonale, ouais. suffisamment de lipides, c'est aussi très, très important. Hem, est-ce que, tu as dit un truc avant, on entend beaucoup de choses sur les réseaux en ce moment, du genre pendant les règles, il faut pas en faire trop, et cetera. Ça, c'est un truc aussi qui m'énerve, on entend très souvent, voilà, il faut suivre un certain schéma selon les phases du cycle, et cetera. Mais ça, c'est de nouveau quelque chose de très théorique, quelque chose de genre toutes les femmes devraient appliquer ça. Juste avant leurs règles, il faut qu'elles se reposent pendant leur enfin ou pendant leurs règles, il faut qu'elles se reposent. Après, phase folliculaire, c'est là qu'elles doivent exploser leur Mmh perf, et mh. cetera. Mmh. Il faut savoir que toutes les femmes sont différentes. Est-ce que tu peux un petit peu parler, voilà, du comment on appelle? Cycle sync? Ouais, 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 synchronisation du cycle, ouais. Ouais, alors c'est un un des sujets là aussi, ouais, exactement. On voit beaucoup de choses sur les réseaux. Il y a des choses qui ont la dent dure. Encore une fois, le côté, voilà, tu tes règles, tu fragile. C'est faux physiologiquement. Donc ça, c'est hyper important d'abord de commencer par ça. Physiologiquement, le jour 1 du cycle, donc le premier jour des règles, c'est le début de la phase où on est le plus résilient au stress, où on est le plus à même de performer. Donc, d'un point de vue physiologique, c'est déjà pas vrai. Okay. Alors, après, évidemment, comme Chloé l'expliquait, si vous avez mal, si vous faites partie des personnes qui ont des PMS, qui sont effectivement gênants, douloureux, qui sont ultra, ultra fatigués avant ou pendant leurs règles, ça va pas vous concerner. Et évidemment, si vous êtes fatigué, on va pas vous dire, non, mais c'est bon, physiologiquement, tu es censé être capable de faire ça, va faire ça et te plains pas. Au contraire. C'est là où le suivi du cycle va être primordial. C'est comprendre, en fait, ce que ça veut dire pour vous. Si vous avez des symptômes qui sont gênants, avant les règles, pendant les règles, c'est là où effectivement il faut faire un travail de régularisation des hormones, être sûr qu'effectivement on n'a pas de conditions derrière. Mais d'un point de vue physiologique, c'est hyper important de comprendre que ce qu'on observe, c'est surtout en fait un shift au niveau immunitaire. Il y a dans le corps, ce qui se passe effectivement, c'est vraiment un changement avant et après l'ovulation d'un point de vue immunitaire de manière générale. Du premier jour au 14e jour, le premier jour jusqu'à l'ovulation, c'est le moment où le corps est le plus résistant au stress. Donc, d'un point de vue cognitif, c'est là où on a la montée d'oestrogène avant l'ovulation, c'est super bénéfique, on est souvent beaucoup plus concentré, beaucoup plus effectivement focus. Physiologiquement parlant, c'est ce moment effectivement où on a tendance à être capable de pousser plus fort et à être plus concentré. Souvent, ce qu'on observe effectivement, surtout chez les femmes, d'ailleurs tu pourras en parler que les qui ont les SPM, c'est que le jour où les règles arrivent, alléluia, je revis, je peux, voilà, je peux subir mes entraînements, je peux. Et effectivement, on a ce moment où voilà, on revit entre guillemets et on est capable d'un peu tout faire. Physiologiquement, c'est vrai. C'est le moment où on ressemble entre guillemets le plus à un homme. C'est le moment où on a c'est ce qu'on appelle la phase basse en oestrogène. On est résiliente au stress. On a un terrain au niveau inflammatoire qui est plus bénéfique. Au niveau effectivement acuité mentale, etc., cognitive, on est également plus à même de se concentrer. Après l'ovulation, il y a un changement qui s'opère, notamment dans les neurotransmetteurs. Et effectivement, on n'a plus, d'un point de vue physiologique, cette capacité, entre guillemets, à atteindre une intensité qui est aussi élevée. On est dans un état, en fait, physiologiquement qui est pro-inflammatoire, ce qui peut, chez certaines femmes, se faire ressentir. Plus on a des problèmes de régularité au niveau de l'inflammation, par exemple une glycémie qui est dérégulée, une alimentation qui est non optimale, des triggers alimentaires, donc des choses qui nous rendent voilà, des intolérances alimentaires, des choses qu'on mange qui sont mauvaises pour nous, des problèmes de gastro-intestinaux, etc. Donc plus ces éléments-là vont être présents dans votre vie, plus vous avez un terrain inflammatoire, plus vos SPM seront présents, plus vos règles seront gênantes, puisqu'effectivement, on empire un état qui physiologiquement est déjà pro-inflammatoire. Donc effectivement, chez certaines femmes, c'est là où l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie, le mouvement adéquat, etc. vont être primordiaux. Chez certaines femmes, effectivement, on va avoir du mal à ce moment-là.
C'est la phase où on va essayer d'augmenter les glucides. D'un point de vue hormonal, effectivement, on a besoin de plus d'apport. Cette phase-là, elle demande plus d'énergie, elle consomme plus d'énergie. Donc, c'est effectivement un moment où, quand on parle d'alimentation, ça va être un bon moment, la deuxième partie du cycle, pour ajouter. Si vous avez faim, mangez plus, surtout au moment où ça se fait sentir, avant les règles, parce qu'effectivement, quand on n'écoute pas ces besoins-là, quand votre corps vraiment en a besoin et vous demande un peu plus d'énergie, un peu plus d'apport et que vous n'écoutez pas, c'est le meilleur moyen pour binge au moment des règles, parce qu'effectivement, vous allez résister trop longtemps et voilà, vous pouvez plus au bout d'un moment. 4 ou 5 jours avant les règles, effectivement, on dit que c'est d'un point de vue physiologique, vu qu'on est vraiment dans le plus gros moment de l'état inflammatoire, c'est le bon moment pour faire une décharge, par exemple. Voilà, c'est encore une fois complètement personnalisable, mais d'un point de vue métabolique, c'est ce qui se passe. Et puis effectivement, les oestrogènes et la progestérone vont baisser à nouveau et on va avoir les règles qui commencent à nouveau. Mais c'est primordial effectivement de suivre votre cycle parce que c'est pas parce que physiologiquement les choses sont plus ou moins, enfin voilà, les choses sont présentes, etc. Dans un cycle sain, vous serez capable effectivement de vous entraîner normalement au fur et à mesure de votre cycle. Par contre, c'est important de comprendre que on a besoin de certains apports un peu plus à tel moment du mois et que effectivement, ça va être plus propice à certains moments pour avoir des performances spécifiques, en gros. Mais comme tu l'as dit, en fait, c'est super important de connaître son cycle et ensuite bah, de s'adapter à soi-même. Moi, j'ai des clientes, bah voilà, c'est pas parce qu'elles elles vont avoir le règle que je vais automatiquement augmenter les apports, etc. Parce que si elles ont aucun signe, aucune augmentation de l'appétit, par exemple, etc., elles n'auront pas forcément besoin de ça. Mais c'est super important pour vous que vous sachiez OK, ben moi, avant mes règles, j'ai toujours super faim, et de pas résister à ça et justement d'adapter votre plan en fonction. Ou juste avant mes règles, je suis super fatiguée, ben OK, c'est là que je vais m'entraîner peut-être un petit peu différemment. Je vais Mhm. pas aller en très, très lourd à ce moment-là, parce que j'aurai pas de force. Mais du coup, bah, comme tu l'as dit, traquer son cycle, c'est, super, super important de traquer son cycle pour apprendre à le connaître, et même quand une fois qu'on connaît son cycle, continuer à traquer quand même pour toujours, voir parce que ça peut évoluer. Est-ce que tu peux juste encore nous expliquer, voilà, comment en fait on peut traquer son cycle et Ouais, suivre son cycle? ouais. Et c'est primordial, d'ailleurs, tu parles de tes clients, c'est primordial justement si vous travaillez avec un coach, encore plus important de suivre votre cycle parce que ça va être le meilleur moyen d'avoir du succès, entre guillemets. C'est que vous pourrez dire à votre coach, bon, bah là, tu m'as programmé, j'en sais rien, moi, RPE 9, à ce moment-là du cycle, c'est impossible. Je vois effectivement quand je traque que tous les mois, à ce moment-là du cycle, c'est impossible. Bon, bah le coach, il va dire, ok, trop bien, on va changer ça et ça sera une autre semaine. Et vous allez avoir un plan qui va fonctionner pour vous, vous allez vous sentir beaucoup plus empowered, vous allez avoir plus de clés en main en fait pour votre réussite, au lieu d'y aller et de rater quoi. Je me permets aussi, Ouais, non seulement vous allez pouvoir mieux adapter, mais vous allez aussi pouvoir, moins vous en vouloir. Parce que des fois, on se dit: «Ah mais je suis une merde ouais, aujourd'hui, nanana», et on comprend pas trop pourquoi. Alors que quand on sait: «Ah non mais OK, en fait j'aurai mes règles bientôt, ouais, c'est à cause de ça que je me sens faible», ouais. bah, vous pouvez juste, adapter le plan, mais aussi être OK avec ça et pas vous vous taper, comment on dit? Comment on dit Flageller, là? J'ai auto-flageller. que, là vous êtes un peu plus fatigué et cetera. Ouais, ouais. Du coup, suivre le cycle. Alors, il y a plusieurs moyens, on va dire. Le moyen le plus simple, c'est de commencer par traquer, plus ou moins, noter, pardon, c'est le mot que je cherchais, noter ce qui se passe pendant le cycle. Donc il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Comment je me sens quand j'ai mes règles, comment je me sens au moment j'en sais rien moi, au jour 14, si vous savez pas quand est-ce que vous ovulez, comment est-ce que je me sens la semaine avant mes règles, est-ce que je vais à la selle correctement, comment ma peau se passe, voilà, réagit, est-ce que j'ai des sautes d'humeur, est-ce que mon sommeil est perturbé, et commencer en fait à avoir cette liste de symptômes que vous pouvez noter et suivre au fur et à mesure des mois. Donc vraiment commencer un peu par les symptômes. Il y a plusieurs choses que vous pouvez utiliser pour noter. Il y a plein d'applications qui existent sur le marché. En général, la plupart, on va dire, des applications vont pas être forcément idéal pour pour ajouter des notes, pour ajouter des informations, entre guillemets. Donc souvent, ce que je conseille, c'est d'avoir, pourquoi pas, une application pour traquer quand est-ce que vos règles arrivent, que voilà, etc., etc., les symptômes, le saignement, les choses très particulières qui sont pré-remplies ou disponibles au sein de l'application. Et pourquoi pas avoir soit un spreadsheet,
un tableur, peu importe ce que c'est, ou un papier, et noter dans un journal, ou peu importe ce que ça veut dire, le reste, entre guillemets, le détail. Donc ça peut être un peu voilà, une combinaison des deux approches. Euh, Vous pouvez effectivement commencer par ça, donc vraiment très simple, juste voilà, avoir effectivement les petits symptômes au fur et à mesure du mois, et ça va vous permettre effectivement de comprendre, bon ben effectivement tous les mois, à tel moment de je pense à moi, à semaine 4, à chaque fois, je suis HS, j'ai pas d'énergie, ou tiens, à chaque fois, la première semaine, je fais des PR, bref, peu importe ce que ça veut dire, mais effectivement, vous allez commencer à comprendre au fur et à mesure des mois comment les choses se passent pour vous. Euh, Est-ce le, que Vas-y. est-ce que je peux me permettre de lister juste les symptômes qu'on pourrait éventuellement traquer à ce niveau-là? Parce que des fois, il y a des on se rend pas compte, en fait, que ces symptômes-là font partie justement du tracking du cycle. Je lis une liste, tu peux compléter si jamais, Ouais, mais je dirais du coup de suivre donc ses niveaux d'énergie, son sommeil, sa digestion, son humeur, au niveau plutôt physique, l'acné, éventuellement les poils, ouais, la poitrine, si elle est gonflée, si elle est douloureuse, la rétention d'eau. ouais. Ça, c'est un petit peu ce qui me vient. Est-ce que tu rajouterais encore quelque chose? Non, c'est pas mal. Et effectivement, bah, toutes les douleurs, les changements d'humeur, voilà, sentiments dépressifs, ce genre de choses. Mais non, je pense que ouais, je pense que c'est pas mal en termes de liste. Euh, ouais, je pense pas mal. Et effectivement, alors, commencez par ça. Je pense que c'est le moyen le plus accessible, on va dire. Après, on peut aller plus ou moins en profondeur avec plusieurs méthodes. Je vous conseille de vous rapprocher de personnes qui peuvent vous aider sur le sujet et vous former si vous avez besoin voilà, d'un peu plus d'accompagnement. Mais les choses qui peuvent être intéressantes à utiliser en plus des symptômes, ça va être votre température, donc la température basale. C'est-à-dire prendre sa température le matin au réveil avant d'avoir bougé, c'est-à-dire que vous êtes encore allongé dans votre lit, vous venez de vous réveiller, vous prenez votre température. C'est important de ne pas avoir justement commencé à bouger, marcher, etc. Il faut un thermomètre à deux chiffres après la virgule pour que ça soit suffisamment précis. Et on prend la température sous la langue, toujours au même endroit, et on note cette température-là. Donc pareil, soit dans votre petit tableur, soit peu importe où vous voulez la rentrer. Et ça va vous aider si vous ovulez à effectivement observer un changement de température, en général autour de 0,5 degrés Celsius, autour de l'ovulation. Donc ça, c'est effectivement une des méthodes qui est intéressante de combiner. Donc il y a pas, c'est pas vraiment une méthode à utiliser toute seule. Toutes ces méthodes-là sont intéressantes. Plus vous les combinez, plus vous aurez d'informations. La deuxième méthode qui est très intéressante, c'est la glaire cervicale. On en parlait tout à l'heure, puisqu'effectivement, comme il va y avoir des changements de texture, quantité de la glaire cervicale, ça va être intéressant de la prélever et de la suivre et de voir effectivement qu'est-ce qui change. Est-ce qu'il y a une texture différente, est-ce qu'il y a une quantité différente, etc., etc. Ça, c'est un super prédicteur aussi autour de notamment l'ovulation. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, vous allez être autour du milieu de la phase folliculaire, effectivement, vous allez, avec la production d'oestrogène, vous allez commencer à remarquer en fait que votre glaire devient plus épaisse, crémeuse, non élastique. Et effectivement, après, vous allez observer effectivement autour de la période de fertilité, une glaire qui est très élastique, comme ça, transparente. Et encore des changements après l'ovulation. Donc ça, c'est intéressant effectivement à noter. Il y a plusieurs manières de noter. D'abord, examiner dans les sous-vêtements. Ok, ça c'est vraiment la manière la plus simple. Mais si vous voyez des changements dans les sous-vêtements, vous notez tout simplement. Si vous voulez prélever la glaire, effectivement, on conseille de le faire aussi le matin en général. Soit utiliser un papier toilette, alors blanc, pas rose, parce que vous n'allez rien voir si vous utilisez du papier toilette rose, ou un mouchoir effectivement avant d'aller aux toilettes et regarder tout simplement la consistance, la couleur, la texture. Vous pouvez également utiliser un doigt propre évidemment, juste à l'intérieur de l'ouverture vaginale et regarder sur votre doigt la texture, la couleur, la consistance. Donc la température, la glaire et les symptômes, c'est effectivement les choses qu'on considère comme étant les bons marqueurs, entre guillemets. Ça va vous permettre de comprendre l'évolution, comprendre votre cycle, voir quand vous ovulez, ou si vous ovulez pas, ce qui est important aussi, pour comprendre s'il y a quelque chose d'anormal, on va dire, au niveau de l'ovulation. Euh,
Et effectivement, noter tout ça, traquer. Je conseille en général, pour avoir une bonne idée de ce qui se passe, de faire au moins 3 mois de manière très régulière. Et effectivement, après, de travailler avec un professionnel du sujet pour avoir voilà, une idée de ce qui se passe s'il y a des déséquilibres. Mmh. C'est clair? Ouais, totalement. Ok. Oui et du coup, voilà, bah, là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. J'espère, en tout cas, qu'on a pu, voilà, répondre à vos questions de pourquoi le cycle, c'est important et surtout, bah, de vous faire prendre conscience, si vous avez des soucis de cycle, notamment une aménorrhée, une anovulation, juste de ne pas laisser traîner, en fait. De vraiment de prendre le problème en main le plus rapidement possible, de ne pas attendre, de ne pas vous dire: «C'est juste pratique», et de vraiment agir au plus vite, en fait, pour retrouver justement un cycle, rapidement et prendre soin de votre santé, en fait, d'une manière générale et pas uniquement, parce que vous voulez, des enfants, enfin, pas attendre uniquement le moment où vous voulez des enfants. Voilà, prendre soin de vous, prendre soin de votre santé en retrouvant un cycle, ovulatoire le plus vite possible. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Anaïs, tu voulais rajouter encore quelque chose? Non, je pense que t'as bien terminé ou bien conclu le sujet. C'est vrai que je pense que voilà, c'est effectivement hyper important. On parle d'un cycle naturel, c'est-à-dire un cycle qui n'est pas sous hormones de synthèse, là, dans ce podcast en particulier. Euh, mais effectivement, c'est hyper important que vous soyez sous contraception ou pas, de comprendre, en fait, de comprendre ce qui se passe, de comprendre les effets de la contraception si vous en prenez, de comprendre comment votre cycle fonctionne justement pour pouvoir avoir tout simplement une alerte en fait si quelque chose se passe de manière non optimale et voilà, pouvoir mettre en place les bonnes actions derrière tout simplement. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé de contraception, parce peut-être juste un mot là-dessus, une seconde, parce que très, très souvent aussi quand on n'a pas nos règles, les gynécos, les médecins nous disent: «Ben, prends la pilule pour Mm. retrouver tes règles». Hem, on revient juste peut-être une seconde là-dessus. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses? Bon, bah déjà, cette réponse-là est stupide. Il y a des raisons et des cas où prendre la pilule est compréhensible et intéressant et une prescription médicale. Attention, je précise à nouveau ça, la pilule c'est un médicament. Donc effectivement, il y a des cas, je pense à certains cas d'endométriose, à certains cas de règles extrêmement abondantes hémorragiques. Il y a des cas effectivement où la pilule va être utile pendant que vous prenez la pilule, il est important d'essayer de travailler quand même avec un expert sur le sujet pour effectivement avoir une approche de la racine du problème. Mais effectivement, il y a certains cas où il faut mettre un bouton pause. Ok, on ne peut pas, comment dire, garder entre guillemets la situation comme telle. Et on a besoin effectivement d'avoir cet apport en hormones de synthèse pour avoir voilà, un arrêt sur image de l'état présent. Par contre, quand on a une aménorrhée euh, et que la pilule est prescrite, la seule chose que ça va faire, c'est, si c'est pas la pilule en continu, la seule chose que ça va faire, c'est vous donner un faux saignement ou un saignement, voilà, quand on prend les comprimés placebo ou quand on fait la pause de la plaquette là, c'est pas des règles, c'est effectivement un saignement artificiel entre guillemets qui est généré par le withdrawal, par le fait qu'on arrête l'apport en hormones de synthèse. Mais ça va jamais régler l'aménorrhée. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passait, la raison de l'aménorrhée, elle est toujours présente, cette raison-là. Vous êtes juste en train de créer effectivement des saignements artificiels. J'ai eu une question d'ailleurs qui est revenue, c'est est-ce que, vu qu'on parle de l'importance du cycle, est-ce que c'est grave si je prends ma pilule en continu et que j'ai pas de saignement? Cette question, elle est un peu chiante pour moi. C'est un peu chiant d'y répondre parce que d'abord, il n'y a pas de recherche. Je crois, il y a 2 papiers qui ont été faits sur le sujet qui comparent en fait le fait de prendre la pilule normale, c'est-à-dire avec les placebos et donc avoir un saignement intermittent, et la prise de pilule en continu. Et ces recherches disent que entre ces 2 trucs, ces deux approches, il n'y a pas vraiment de différence. Mais on compare rien avec un cycle normal. Donc les recherches sont pas optimales. C'est vraiment comparer deux approches qui sont comparable, entre guillemets, mais on compare pas ça à un cycle naturel. Et il y a très peu de recul, recherche inexistante sur la prise de pilule en continu.
Euh, D'après ce que moi j'en comprends, à travers mes recherches et mes études, d'un point de vue fécondité, la pilule à long terme, de manière générale, c'est pas recommandé. Si votre objectif c'est d'avoir une fertilité optimale, d'avoir des enfants et des grossesses qui sont saines, la pilule à long terme est pas forcément une bonne approche. La pilule en continu, vu que la pilule classique vous crée des saignements qui sont artificiels, au final, la pilule en continu, donc ne pas avoir de saignement du tout. La différence, c'est juste que vous n'avez pas ce saignement-là, mais c'est pas comme si vous aviez un cycle naturel à côté. Donc la comparaison, en fait, elle est difficile entre guillemets à mettre en place puisque c'est deux situations qui sont sous hormones de synthèse et non naturelles. Donc les saignements sont dans tous les cas non naturels. Donc on bénéficie pas entre guillemets d'une construction de la muqueuse optimale. Voilà, il y a tout un tas de choses qui se mettent pas en place. Donc c'est un peu difficile de répondre à cette question. Je pense, en tout cas d'après ce que j'observe, qu'effectivement, en fonction de vos objectifs, c'est clairement pas idéal. Après, si vous prenez déjà la pilule et que vous skippez de temps en temps les saignements, très franchement, c'est pas, voilà, il n'y a pas de grosse différence. Pour revenir aussi sur les effets long terme à la pilule et que ce soit continu ou pas, il y a quand même de plus en plus d'informations sur le fait qu'il y a des effets sur la masse et densité osseuse. De la même manière, quand on a une aménorrhée, je disais qu'il y a une répercussion sur votre squelette et sur effectivement les réseaux d'ostéoporose. Ça s'observe il y a certaines recherches qui l'observent effectivement après une utilisation à long terme de la pilule contraceptive. Et donc, effectivement, ça serait un des cas supplémentaires d'effets négatifs de la prise de la pilule à long terme. Je tiens à préciser qu'on le dit souvent dans les podcasts, mais je le redis, on n'est pas absolument contre la pilule. Et si vous avez fait ce choix de prendre la pilule comme contraceptif et que ça vous convient, allez-y, enfin continuez. Mais là, on parlait plutôt dans le cas d'une aménorrhée et quelqu'un qui se voit prescrire une pilule juste pour régler l'aménorrhée. Comme Anaïs l'a dit, en fait, ça ne fait juste que cacher le problème. Et on va pas, en prenant la pilule, vous n'allez pas régler la cause, en fait. C'est, Ouais, c'est ça que, exactement. principalement. Et ce qui est primordial sur Donc, le sujet de la pilule, c'est le fait, voilà, il n'y a pas de pour ou contre. C'est comme si tu disais, je suis contre, j'en sais rien, moi, le Spasson. Et non, c'est un médicament, quoi. Ce qui est problématique avec la pilule, c'est que c'est pas vu comme un médicament. C'est qu'on nous le donne, et surtout la génération sacrifiée là, des années 90, où on nous donne la pilule comme un bon bête, quoi, sans nous dire que c'est un médicament, sans nous dire les effets secondaires. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on a l'impression, effectivement, quand on nous écoute, oh, elles sont contre la pilule. Non, on est pour un choix informé. Et malheureusement, le choix de la prise de la pilule, c'est pas un choix informé dans nos sociétés. voilà, du coup, c'est parfait. On est juste revenu encore là-dessus parce que c'est important et la question serait venue. Mais voilà, je pense qu'on va clore le podcast ici. Et d'ailleurs, si vous avez justement des soucis de cycle, une aménorrhée, des déséquilibres hormonaux, etc., et que vous voulez essayer de régler tout ça, de prendre vraiment voilà, les choses en main, prendre soin de votre santé, vous pouvez justement travailler avec Anaïs. Donc, vous pouvez faire soit un coaching, soit une consultation. Donc voilà, vous pouvez remplir le formulaire sur feedbychloé.com et faire un appel avec Anaïs pour justement discuter de votre problématique, voir comment elle peut vous aider, et puis ensuite voilà, entamer éventuellement un coaching ou une consultation. Donc merci beaucoup Anaïs pour ce podcast. Merci. Merci à tout le monde pour votre écoute et à bientôt dans un nouvel épisode. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux. Et à bientôt dans un nouvel épisode.